Bonjour à tous, c'est toujours Nicolas de chez Robotic System, donc bienvenue dans cette seconde vidéo où là nous allons nous concentrer sur la partie communication qui a lieu entre les cartes. Donc comme vu dans la vidéo précédente, nous allons avoir à l'intérieur du robot plusieurs cartes électroniques qui vont donc dialoguer entre elles via un échange de différents messages. Et le but de cette vidéo justement, c'est de présenter ces fameux messages, leur contenu et comment ça se passe là-dedans. Voilà, donc soyez les bienvenus. On attaque tout de suite avec le sommaire. Donc on va voir le principe des échanges, un peu un chronogramme en fait, tout simplement de qui fait quoi et à quel moment. Puis on verra les différentes tâches de communication et pourquoi, comment elles se font. Le contenu des messages en fait, leur architecture, comment ils sont réalisés. Et ensuite, des petits exemples en fait. Donc là, on partira sur un déplacement de 4 AX12 en fait que la carte IA enverrait. Donc un peu de code en fait, même voir les structures, comment elles sont faites, comment c'est rempli et comment ça dialogue. Voilà. Donc c'est parti. Donc la partie chronogramme, comme on vient de le dire, pour l'échange des messages. Donc on part sur un exemple où il y aurait deux cartes multifonctions en plus de la carte IA. Donc en haut on va retrouver la partie carte IA et en dessous les deux cartes multifonctions. Donc TX c'est lorsqu'elles transmettent, RX lorsqu'elles reçoivent quelque chose et traitement tout simplement lorsqu'elles ont un traitement à effectuer. Donc on va voir donc dans un premier temps, admettons que la carte IA envoie un message. Donc le message est simplifié, donc ici j'ai représenté uniquement l'adresse du destinataire, qu'on va voir en détail par la suite. Voilà, donc elle envoie un premier message, et comme le bus n'est pas sélectif, l'intégralité des cartes reçoivent le message. Donc là, les deux cartes multifonctions, une et deux reçoivent le message, mais à côté, s'il y a un PC de connecté dessus, il reçoit le message. S'il y a la carte de la balise, la même chose. S'il y a la carte d'alimentation, pareil, elle reçoit aussi le message. Et seule la carte dont l'adresse correspond va s'en occuper. Et l'autre, elle dit c'est pas pour moi, je ne fais rien du tout. Donc là, la carte 1 fait son traitement, peu importe ce dont il s'agit. Admettons que c'était une question et elle va répondre. Donc elle va répondre à la carte IA avec l'adresse 0 qui est l'adresse de la carte IA. Donc forcément toutes les cartes reçoivent le message, la carte IA et la carte 2 aussi. Et la carte 2 elle dit toujours pas mon adresse, je ne fais rien. La carte IA dit c'est mon adresse, je traite le message. Donc ça peut être la réponse à une question sur l'état des capteurs ou sur la position du robot par exemple. Voilà. Et maintenant, dans le cas, la carte IA envoie un second message. Les deux autres cartes reçoivent avec l'adresse 2. Donc, seulement la carte 2 effectue le traitement. Elle va lui répondre à la carte IA toujours avec l'adresse 0. Les deux autres cartes reçoivent le message et seule la carte IA effectue le traitement. Et là, cas particulier, la carte IA envoie avec l'adresse 0xFF, donc on est en hexa. 0xFF, ça signifie simplement toutes les cartes. Donc là, toutes les cartes reçoivent le message et elles vont toutes effectuer le traitement. Donc là, typiquement, comme type de message, ça peut être un arrêt d'urgence, par exemple, qui a été déclenché, une fin de stratégie, fin de match. Donc elle va dire à toutes les cartes de couper la puissance, de couper les asservissements, de tout couper. Voilà. Et entre tout ça, il se passe 5 millisecondes entre les messages. Donc dans la réalité, c'est pas un message qui est diffusé en 5 millisecondes, c'est plusieurs messages et qui se terminent par, on va dire, une autorisation de transmettre à l'autre carte. Voilà. Puis au bout des 5 millisecondes, il va interroger la seconde carte. 5 millisecondes après, s'il y a, il interrogera la troisième, sinon il réinterrogera à nouveau la première, et ainsi de suite. Voilà. Donc c'est un peu comme ça que ça se goupille. Maintenant on va voir au niveau des tâches, surtout côté réception. Donc comment ça se goupille. Pourquoi j'appelle ça des tâches? C'est parce que chacune des cartes fait tourner un petit OS en temps réel qui s'appelle FreeRTOS. Du petit OS, c'est même déjà du gros en fait.
Donc il va pouvoir exécuter plusieurs actions simultanément. Alors, vous allez dire, un microcontrôleur n'exécute qu'une seule action, oui. Mais là, il va y avoir plusieurs tâches, plusieurs fonctions qui vont s'exécuter en parallèle, et lui va sauter de l'une à l'autre. Toujours dans celle qui a la plus haute priorité. C'est un OS préemptif. Donc il va passer dans celle qui a la plus haute priorité jusqu'à ce qu'elle laisse la main, ou jusqu'à qu'une nouvelle tâche plus importante vienne réclamer l'attention du microcontrôleur. Il va sauter dessus, rattraper là où il en était, et ainsi de suite. Donc nous avons donc le driver de RS485 qui va recevoir le message du bus. Il va l'envoyer sur l'interruption du microcontrôleur. Donc les interruptions prennent le pas sur l'ensemble des tâches en fait. Elles sont réglées pour être plus prioritaires. Donc il va interrompre la tâche qui était en train d'exécuter, rentrer dans l'interruption, lire le message dans le buffer et l'envoyer dans une FIFO soft en fait, une petite pile, donc qui va servir à emmagasiner tous ces messages, à les stocker pour être traités par une tâche dédiée. Tâche qui apparaît maintenant, voilà. Donc nous avons la même FIFO en fait, la même pile, donc qui va recevoir les messages venant de l'interruption. La tâche va être principalement à attendre. Elle va attendre qu'il y ait une donnée qui soit reçue dans la FIFO. Une fois qu'il y en a une, elle va le lire, tout simplement, et compléter le message, jusqu'à ce que le message soit appelé. Donc elle a un petit message, une petite structure en local, et qu'elle va venir compléter au fur et à mesure que les messages arrivent. Tant que le message n'est pas complet, elle retourne en attente, elle en reçoit un nouveau, elle le lit, elle le complète. Une fois que le message est complet, elle va vérifier sa cohérence, simplement voir s'il n'a pas été erroné, s'il n'y a pas eu de collision, s'il n'y a pas eu un parasite, si tout va bien. Vérifier s'il est correct. Si le message est correct, et il va être empilé dans une seconde pile, une seconde FIFO, où là ce ne sont pas simplement les bits, mais le message en entier qui va être stocké. Et ensuite elle retourne en attente jusqu'à réception du prochain. Nous allons donc trouver une seconde tâche qui va se baser sur cette même FIFO, la même pile, attendre qu'un message il soit disponible. Donc là c'est pas juste un bit, c'est vraiment le message en complet. Quand il y en a un disponible, elle le prend et elle fait son traitement. Donc elle va le passer via un petit switch en code, on sait, un switch, le message, l'instruction qui est complétant pour aller dans la fonction qui correspond. On va voir ça dans la suite un peu, comment ça se goupille. Voilà, et ensuite elle retourne en attente, elle laisse la main à une autre fonction, et ainsi de suite. Et pour les missions, la même chose. Que ce soit la stratégie ou la recherche de chemin, vont voir si elles ont un message à transmettre, elles vont le mettre en attente dans une FIFO. Pareil, donc elle va attendre qu'il y ait un message qui arrive, envoyer bit par bit le message via le driver et attendre. Voilà. Donc les messages sont envoyés, donc comme on l'a vu dans le chronogramme précédemment, donc à intervalles réguliers, cette tâche-là vient se réveiller, récupère un message et elle l'envoie. Voilà. Donc maintenant, voyons voir en détail ces fameux messages. Donc de quoi sont-ils constitués? Donc ils vont être constitués de deux premiers octets de start, donc initialisés à 0xFF, qui vont permettre d'identifier le début du message en cas où il y a une erreur. La tâche va mouliner jusqu'à retrouver la suite 0xFF et 0xFF, afin d'identifier un début d'un message. Puis l'adresse du destinataire. Donc là, si vous avez vu la première petite vidéo où je parlais justement des adresses des cartes, et ben c'est là qu'elles entrent en jeu. Ou pareil dans le chronogramme, hein, c'est à ce moment-là qu'elles vont venir se présenter. Ensuite va venir l'instruction, hein, pour le fameux switch instruction, qui va permettre d'identifier le message. Quel type d'instruction est-ce qu'il s'agit. Puis la longueur du message, c'est-à-dire le nombre de données qui vont venir par la suite. Donc là, le gros intérêt, c'est de ne pas avoir de
de messages de longueur fixe en fait, hein, simplement ne pas saturer le bus avec des données inutiles. Si vous avez juste une instruction sans données, inutile d'envoyer qu'on va avoir 64 octets derrière pour rien. Donc on va avoir simplement l'instruction longue qui va être à 0 et point barre fin du message. Ou au contraire on va avoir 5 octets, 8 octets ou jusqu'à 64 octets pour les plus gros messages. Donc si un message est plus long, il faut simplement le diviser en deux messages. Et à la fin va venir le CRC, donc le contrôle du message. Son calcul en fait, ça c'est pas facile, hein, c'est la somme de toutes les données du message, en comprenant les 2 bits de start, l'adresse, instruction, la longueur, la somme des données. On fait un petit masque sur un octet, sur l'octet de point faible, et voilà, ça nous donne le dernier bit. Alors certains vont dire il faut le complémenter à 2. Bon, honnêtement, pour l'usage, on voit pas spécialement l'intérêt. S'il est complémenté et qu'il est faux, il sera toujours aussi faux et ça ne permettra pas forcément de récupérer enfin même pas du tout en fait, hein, de récupérer le message correct. Hein, donc voilà, c'est juste vraiment pour vérifier que toutes les données sont là, dans le bon ordre, et qu'il n'y en a pas une qui est erronée, qu'il n'y a pas eu de collision. Donc un petit peu de C, on va voir la structure, comment elle est déclarée, donc comme ça on va voir l'adresse, l'instruction, la longueur et un tableau d'octets de 64 de taille de 64 octets qui va contenir les données à envoyer. Voilà, donc on passe à la suite. Donc la suite c'était l'exemple de communication, donc on va se baser sur un déplacement de 4 à x12. Donc comme hypothèse de départ, on va avoir une première carte, donc qui va être la carte 1, donc à l'adresse 1, qui pourrait être équipée de 4 cerveaux AX12. Donc sur sa carte, les AX12, pour ceux qui ne savent pas, vous pouvez jeter un petit coup d'œil sur internet. Donc ce sont des petits cerveaux moteurs numériques qui sont pilotés en chaîne en fait, avec une commande série, et chacun d'entre eux va être paramétré avec une adresse. Donc admettons qu'ici sur la carte on va voir les cerveaux qui ont les adresses 0, 1, 2 et 3. Donc ça fait les 4 maximum auxquels elle a le droit. Et nous, ce qui nous intéresse à ce moment-là de la stratégie, hein, ça va être de déplacer le cerveau 0 et le cerveau 2. Et à côté, on va avoir une autre carte, la carte 2, qui va elle aussi avoir 4 AX12 avec les mêmes numéros, 0, 1, 2 et 3. En fait, le code des cartes multifonctions est pour toutes les cartes exactement le même. Donc si on changeait les numéros des cerveaux, en fait la carte ne s'y retrouverait pas. Donc là, elle va simplement, à intervalles réguliers, via une tâche, aller lire et écrire dans les 4 adresses AX12, adresse 0, 1, 2 et 3. Donc s'il y a un cerveau, tant mieux. S'il n'y en a pas, le message est simplement perdu. Mais ça n'a pas de grande importance. Et ainsi, les cartes sont totalement interchangeables. Et les messages symétriques pour toutes les cartes. Mais vous allez me dire, mais alors, comment vous faites pour identifier les cerveaux? Et en fait, c'est simple. La petite subtilité, c'est que les cerveaux, vous portez le numéro de la carte multiplié par 10 plus le numéro du cerveau. Donc on va voir le premier cerveau qui apporte la carte 1. Donc x 10, ça fait 10 plus 0, il va apporter le numéro 10. Le deuxième, numéro 12, numéro 20 et numéro 23. Et ainsi de suite pour les différentes cartes. Donc là, c'est valable pour les AX12, mais c'est exactement la même chose pour les cerveaux de type modélisme, on va dire classique, ou encore pour les cerveaux... non, pardon, je dis une bêtise, pour les mesures analogiques, les entrées, sorties digitales, et tout ce qu'il peut y avoir, les déplacements, les capteurs, etc. Donc ils vont avoir chacun leur numéro, plus l'adresse de la carte x 10. Donc pour se déplacer, on va avoir une petite structure pour chacun des AX12. Donc on va avoir son numéro, donc le dernier numéro, la 10, 12, 20 ou 23, pour permettre d'identifier, de savoir de quel cerveau on est en train de discuter entre les cartes. Donc un bit qui permet d'allumer ou d'éteindre la LED dessus. Sa destination,
la vitesse à laquelle on veut qu'il se déplace. Et enfin, je suis en train de me rendre compte que j'ai fait une bêtise, je les ai mis en une signette. En fait, c'est pas le code réel qui est là, c'est du pseudocode et en fait, ça serait du signal. Mais bon, c'est pas grave, passons. Et on va voir son couple aussi, le couple maximum auquel on veut qu'il fonctionne. Et pour ça, dans le message, on va avoir une autre structure qui va nous indiquer combien de cerveaux on veut déplacer et le tableau des structures précédentes avec les 4 maximum. Donc un message va permettre de déplacer au maximum 4 cerveaux. Donc qu'ils soient tous sur la même carte ou ils peuvent être sur 4 cartes séparées ou réparties comme on veut, ça n'a pas d'importance. Voilà, donc on va pouvoir le remplir. Imaginons un endroit de la stratégie quelconque où on veut déplacer ces 4 cerveaux, et ben on instancie simplement cette dernière structure qu'on va appeler data et on va remplir. Donc on veut dire que le premier élément du tableau qui va correspondre au cerveau 10, et ben on lui donne telle destination, telle vitesse et tel couple au maximum. L'élément 1, le cerveau 12, avec bon là j'ai mis les mêmes valeurs, hein, mais ça n'a pas d'importance de destination, de vitesse et de couple. L'élément 3 avec l'adresse, le numéro 20, et enfin le numéro 23. Voilà. Et ensuite, donc on va dire que le nombre d'AX12 correspond à 4. Si on n'avait que 2 cerveaux à déplacer, ben là on n'aurait mis que 2. Si on en avait un seul, on n'aurait mis qu'un seul. Ensuite, donc la structure des messages qu'on a vu dans la page juste avant. Et on va lui dire, bon voilà, comme là on dialogue sur plusieurs cartes, et ben l'adresse des destinataires, ça sera tout simplement toutes les cartes. L'instruction, c'est un ordre qu'on envoie aux AX12. Et la longueur, c'est la longueur de la taille de la structure, justement. Donc en fait, là, dans la réalité, on va avoir cette ligne-là et celle-ci, en fait, où on copie les données. Donc on va venir, en fait, qui sont regroupées dans une seule macro, qui fait la copie, qui vérifie la longueur de la structure par rapport à la taille du tableau, et qui va effectuer la copie. Donc là, on va dire que le tableau des 64 octets du message, on va lui copier les valeurs de la structure qu'on a remplie juste avant. Voilà. Et ensuite, on appelle le message qui va les ajouter dans la queue, enfin dans la pile d'envoi, et dès que ça sera son tour, le message sera envoyé. Donc avec le débit qu'il y a, les temps d'attente sont vraiment très restreints. Et si on veut déplacer, disons, 6 cerveaux, enfin 6 AX12, il va falloir le faire en 2 messages. Les 2 messages seront envoyés avec quelques centaines de microsecondes d'écart, et traités pareil dans la foulée. Donc allez, admettons avec le temps d'envoi et tout qu'on est sur 1 ou 2 millisecondes d'écart. Voilà, la synchro est un peu perdue, mais je suis pas sûr que vu l'usage qu'on en fasse, ça c'est une grande importance qui est 2 des cerveaux qui démarrent 2 millisecondes plus tard que les autres. Ça doit pas être catastrophique. Enfin, jusque là on n'a pas eu de soucis là-dessus. Voilà, donc après on va voir la même chose, mais vu côté carte multifonction en fait, donc la réception et la mise à jour. Donc la fonction, donc admettons que la carte ait reçu le message comme on vu dans les tâches, le message a été ajouté dans la pile de réception, et on arrive au traitement, donc son petit switch case, il arrive sur ordre x12, ordre x12, il appelle la fonction réception d'ordre x12, et il va lui passer un petit pointeur sur le message. Inutile de refaire une copie, puisqu'il va être ensuite à nouveau recopié, ils le sont déjà suffisamment, donc on se contente d'un pointeur. Donc on réinstancie la même chose. Donc en fait les structures sont déclarées dans les deux programmes, hein. Les fichiers sont communs, donc ils sont parfaitement mutualisés. Et là pareil, on va récupérer les données que nous avions dans le tableau du message, qu'on va envoyer dans notre structure. Ensuite on va faire une boucle, donc pour chacun des messages des cerveaux qui ont été désignés, on va donc vérifier si le numéro correspond. Donc là on avait numéro 10, 12, 20 et 23.
Donc il va prendre le 10, il le divise par 10, ça donne 1. Par exemple pour la carte 1, elle va vérifier si ça correspond à son adresse. Son adresse vaut 1, ça correspond. La carte 2 va en faire la même chose, elle va prendre le numéro du cerveau, numéro 10, divisé par 10, ça fait toujours 1. Et là par contre, ça sera différent de son adresse qui sera 2. Et elle n'en fera tout simplement rien, passera au suivant. Donc la carte 1 va vérifier, le message correspond, ce cerveau appartient à la carte. Et elle va recopier dans son tableau local de la carte qui va correspondre à chacun des cerveaux, chacun des AX12. Voilà, donc sa petite structure. Et elle va lui mettre à jour les données, donc sa destination, sa vitesse, le couple maximum, la LED. Et envoyer l'ordre physiquement, électriquement, via la liaison série jusqu'au cerveau. Donc là on va récupérer par contre le modulo 10 en fait, l'unité, donc 0, 1, 0 ou 3, donc dans notre exemple. Voilà. Et ensuite elle refait sa boucle pour le prochain des 4. Et ainsi de suite jusqu'à ce que les 4 messages aient été reçus. Donc si on avait qu'un seul, elle fait la boucle qu'une seule fois, vérifie l'adresse. Si on avait 4, elle l'effectue 4 fois. Et la carte qui n'a aucun cerveau qui lui correspond, et ben elle ne fait simplement rien. Elle regarde, elle fait ses 4 boucles, vérifie ses adresses, aucun des cerveaux ne lui appartient, il ne se passe rien sur la carte. Voilà un peu donc pour cette seconde vidéo. J'espère que que ça vous a un peu montré comment ça se passait, comment utiliser un peu la partie électronique dans la première et ici la communication entre les cartes. Donc bientôt va suivre pas fermer mon code là. Bientôt va suivre une troisième vidéo, peut-être demain ou après-demain, je sais pas encore, sur l'IHM qui a été développé pour Robot 2014. Et qui sera réutilisé un petit peu, retouché un petit peu, quelques trucs en plus pour Robot 2015. Donc on avait pu voir qu'il y avait plusieurs personnes qui étaient venues nous voir pendant la Coupe de France, puis ensuite pendant la Coupe d'Île-de-France, 15 jours après. Et puis ensuite même sur le net on a eu des petits messages, des petits mails un peu qui nous demandaient comment c'était fait, comment ça fonctionnait. Donc voilà une petite vidéo un peu de présentation et de mise en situation où on aura une simulation de déplacement des robots, voir la recherche de SMA qui s'affiche dessus, etc., etc. Voilà. Bon, je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Pareil que la précédente, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et puis aussi, il y a, j'ai failli oublier, très prochainement, je pense, l'ouverture d'une page Facebook en fait dédiée. Je voulais faire un site internet, mais je vais vraiment pas avoir le temps, jamais fait. Donc le temps que je me mette là-dedans, autant que je fasse un truc plus simple. Donc ça sera une petite page Facebook pour le club. Vous pourrez nous suivre un peu, on mettra un lien sur ces vidéos et puis sur d'autres qui suivront, les essais de match, un peu voir l'évolution des robots et puis voilà. Donc je vous dis à très bientôt.